Bonjour les amis, joyeux Noël. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On arrive tardivement, il est presque 17 h au Parc Phoenix. On est dans Nice, dans la ville de Nice. Et au Parc Phoenix, vous allez voir, c'est magnifique. Il y a des serres tropicales incroyables. Il y a plein de bestioles, c'est un refuge animalier. Il y a plein d'animaux qui ont eu une vie avant et qui viennent passer une deuxième vie au Parc Phoenix. Vous allez voir tout ça. Et en plus, pourquoi on est venu tardivement? Parce qu'on est passé faire des courses chez Decathlon et on a acheté de quoi dormir ici. On va dormir au milieu de la serre tropicale. Je suis trop content. Nouvelle expérience sur la chaîne. J'espère que ça va vous plaire. C'est parti, Parc Phoenix, let's go! Ah les amis, le froid est arrivé, on est en hiver, ça caille la nuit, ça caille le jour, l'hiver est installé. Et qu'est-ce qu'il y a de mieux l'hiver que de rester calé chez soi, au chaud, dans le canapé, et pourquoi pas jouer à un petit jeu qui fait plaisir. Et quoi de mieux que pour s'occuper lors de ces longues soirées d'hiver d'un bon petit jeu qu'on adore, hein, le retour, vous l'avez, tu l'entends déjà, il arrive. Raid Shadow Legends sponsorise cette vidéo aujourd'hui, on les remercie, le sang. Et pourquoi la version hiver? Parce que des grands champions hivernaux viennent de débarquer dans le jeu, comme ça, bim, tu les as pas vus arriver. Il y a plein de champions hivernaux qui ont débarqué, comme par exemple Sir Nicolas de l'Ordre Sacré, ou même Georgide le Breaker, qui lui fait partie des Chevaliers Revenants. Ah là là, quel kiff. Non mais Sir Nicolas, il débarque avec son look de Père Noël, regardez-le, avec ses bois de serre dans le dos, il a un look incroyable. Et Georgide le Breaker, il arrive, il fait du break et avec son double sabre, il te commet des dégâts hallucinants. Pour les fêtes, Raid vous offre la plus grosse nouveauté depuis la Doom Tower. Ouais, il n'y avait rien eu de si gros depuis. Là, il vous offre la Cité Maudite. Vous aurez jusqu'à 100 nouvelles étapes à compléter, y compris des étapes où vous aurez non pas un, mais deux boss de Raid Shadow à affronter en même temps. Si tu veux rejoindre l'aventure Raid Shadow, ça se passe directement avec mon QR code qui s'affiche ici ou avec le lien dans la description. Et en passant par là, tu gagnes des bonus. Forcément, je te mets bien. En venant de ma part et en passant par mon lien, tu ne vas pas obtenir un champion épique, mais deux champions épiques directs. Tu obtiendras Lightsworn et Juliana, deux champions épiques. Juliana, elle est championne épique à partir du niveau 15. Et attention, c'est une tueuse de boss. Une fois dans le jeu, retrouvez-moi sous le nom qui s'affiche juste ici. Et si vous avez envie de rejoindre mon clan, et bah regardez, il s'affiche juste là. On se retrouve très vite sur la plateforme. En attendant, énormément merci Raid Shadow de nous suivre dans nos aventures et de nous permettre de tourner des vidéos comme celle d'aujourd'hui. On repart dormir dans la serre tropicale à Nice. C'est parti. Merci Raid Shadow. Merci les gars. Les amis, je viens de retrouver Christophe, c'est grâce à lui qu'on va pouvoir passer la nuit ici, je suis trop content. Je suis venu il y a quelques semaines, tu m'as fait une visite au top, franchement, il m'a emballé. Il est totalement cinglé d'insectes, vous allez voir, c'est la folie. Il a un insectarium de fou là-dedans, c'est vraiment trop cool. C'est quoi le programme Christophe? On va aller faire un petit tour dans la serre d'abord? Exactement, on va un petit peu découvrir les lieux et puis après on verra un peu plus en profondeur l'insectarium et toutes les parties de la serre. Ah mais je suis trop content, franchement je suis trop content de pouvoir amener mes abonnés ici. T'as des espèces d'insectes à tomber, faut le dire, ouais. Hein, franchement. Il faut le dire. Et la serre, c'est très impressionnant. J'étais jamais venu. Quand je suis rentré dans la première fois, c'était waouh. Venez voir, on va aller voir. Wow, mais c'est tellement impressionnant Christophe, elle fait combien de mètres de haut cette serre? Donc cette serre là elle va faire 25 mètres de haut 25 sur mètres de haut 7000 mètres carrés. Ah ouais. Et à sa construction il y a 33 ans, c'était la plus grande serre tropicale d'Europe. Mais non. Et ouais, depuis il y en a d'autres qui ont été construites, il y a aux eaux de Beauval, ouais, et puis le dôme et tout ça, mais vous étiez précurseur. Ça a été précurseur, c'était vraiment une volonté à l'époque de faire quelque chose de gigantesque. Ah c'est gigantesque. Mais malgré cette hauteur-là, de 25 mètres, on était déjà obligé de couper 3 palmiers qui avaient poussé et qui avaient commencé à casser des vitres. À 25 mètres ils sont allés. À 25 mètres, ils avaient soulevé des vitres, donc c'était des palmiers royaux. On a été obligé malheureusement de les couper. Ah c'est impressionnant. Et voilà. Mais toi tu vis dans la jungle toute l'année en fait. Exactement, avec une température moyenne d'à peu près 20 degrés. Mais c'est ça en fait, ah mais c'est le bonheur. Une petite ambiance tropicale. Par contre je trouve qu'il n'y a pas un taux d'humidité si énorme, on est à combien? Alors là on doit être aux alentours de 70% d'humidité gros maximum. C'est surtout voulu en hiver, parce qu'en hiver beaucoup d'humidité avec une température un petit peu plus fraîche, ça peut entraîner des problèmes de champignons. L'été tu vas avoir énormément d'humidité en plus qui va tomber. Et voilà, donc les jardiniers vont brumiser et qui vont maintenir parce que c'est un petit peu plus aéré. Ok, putain mais c'est vraiment impressionnant. C'est fou de se dire qu'on va dormir là ce soir Alex, c'est trop cool. Mais attends, c'est des flamands qu'il y a là-bas dans la serre? Oui, c'est des flamands roses qui sont là-bas. Oh là là, venez voir les gars. Allez, on y va. Bon
on sent que la nuit tombe vite. Oui. Et là, il y a le bassin des flamands. Ils sont superbes. Il y en a combien? Il y en a 6? Alors, il y en a 6. Il y en a 4. En fait, ça a été un don d'un zoo qui en avait un petit surplus, donc il nous les a donnés. Et puis, il y en a 2 autres. En fait, on les a récupérés parce qu'on récupère beaucoup d'animaux. On les a récupérés, un sur les pistes de l'aéroport. Là-bas, il était complètement perdu. Le pauvre, le trafic aérien avait été arrêté, donc on l'a récupéré là, on l'a retapé. Et un autre sur une plage dans le Var, à Sifour-Plage. Complètement paumé, là aussi pareil, on l'a retapé. Et puis ben voilà, après comme ce sont des animaux qui sont vraiment grégaires et qui ne peuvent pas repartir, on ne peut pas le relâcher dans la nature. Donc ils sont restés en groupe, ils sont restés là en groupe, ils se sont intégrés et voilà. Et donc là, ils ont tout le bassin, mais tu m'expliquais que le soir, quand il n'y a plus de visiteurs, ils se baladent dans les allées de la Exactement, ils peuvent un petit peu se balader, sortir sur terre. Alors ils ne vont pas aller trop sur la grille du chauffage parce que la grille, ça leur fait mal aux pattes. Mais après, ils peuvent un petit peu se balader et ils font leur vie comme ça. Ils nagent très bien. Voilà, et donc ils cohabitent là avec des carpe-coïs. Avec des carpe-coïs, avec des poissons rouges et tout le monde va bien. Alors ils ne vont pas se manger entre eux parce que les carpe-coïs c'est beaucoup trop gros pour un flamant rose. Ils pourraient manger des petits poissons, les flamants roses? Alors vraiment microscopiques, ils sont perdus dans du plancton, voilà, des tout petits alevins mais pris par inadvertance, ça se pourrait, mais sans plus. Et s'ils sont si roses, est-ce que c'est parce que tu leur donnes un supplément? Alors exactement, ça c'est un petit secret que je vais te révéler pour c'est un petit secret. Dans tous les zoos, en fait c'est très compliqué de leur donner une nourriture naturelle à base de crevettes ou de plancton. Donc tous les zoos, ce qu'on fait c'est qu'on donne des croquettes à base de poisson pour qu'ils puissent bien se nourrir. Et on rajoute un colorant naturel, du bêta-carotène concentré. En fait, c'est le colorant qui est déjà présent dans la crevette. Donc on passe du colorant au flamand en zappant les tapes crevettes. D'accord, donc il n'y a plus les artémias qui sont dans la nature. Il n'y a plus les artémias, mais qui est naturel. Et je précise que ça ne marche qu'avec le rouge et le rose. C'est-à-dire si on leur donne du colorant vert, ça marche pas. C'est juste pour intensifier la couleur avec le colorant naturel qu'ils ont dans la bouffe et dans la nature. Incroyable, ils sont superbes. Ils sont déjà reproduits ici? Alors malheureusement, non, ils ne peuvent pas se reproduire parce qu'ils ne sont pas suffisamment nombreux. Il faut qu'il y ait une stimulation pour qu'ils puissent se reproduire. Dans certains zoos, ils rajoutent des miroirs. Et ça va multiplier, mais bon voilà. Et donc en fait, le flamand a l'impression d'être dans une grosse colonie. Exactement. Et là, il va se mettre en reproduire. Mais là, vu qu'ils sont que 6, c'est pas suffisant pour qu'ils puissent se reproduire. Donc ils vivent à la cool ici, putain, ils sont magnifiques. J'adore. Mais il faut être capacitaire en France pour avoir ça. Exactement. Là, vous allez voir, les amis, on va rentrer dans les coulisses de l'insectarium. C'est le petit coin VIP de Christophe. Il s'est aménagé plein de petits élevages. Il y a des espèces trop cool d'insectes. Vous n'êtes pas prêts, venez voir. Donc là Christophe, on est dans ton univers, j'avoue que l'autre jour on a passé un long moment dans cette pièce et tu m'as franchement fait briller les yeux de manière incroyable. Toi, ton truc, c'est vraiment les insectes. Ouais, c'est les insectes. Alors à la base, j'étais soigneur animalier, je me suis occupé de tous les animaux sur le parc. Maintenant, je suis responsable pédagogique et je m'occupe en même temps de l'insectarium. D'accord. C'est vrai que les insectes, moi, c'est mon truc. Voilà, c'est ton boulot, mais c'est aussi ta passion. Exactement. Ouais. D'accord. Présente-nous quelques espèces, comme tu m'as montré l'année dernière, pour faire qu'on fasse rêver les abonnés. Parce que j'avoue, il a des pépites, vous n'êtes pas prêts, les amis. Alors, bon, là, ici, tu as aussi bien l'accès sur les bacs de présentation. Voilà, donc là, en fait, vous avez compris qu'en fait, on est dans les coulisses, les gars. Derrière, il y a toute la partie présentation. On va vous faire un petit plan de coupe, que vous vous rendiez compte un peu d'où on est. Là, on est vraiment dans les coulisses. Donc là, j'ai accès, en fait, à tous les terras par l'envers du décor, ce qui permet de maintenir, de bien nourrir, de remplacer. Refaire le décor, voilà, nettoyer. Exactement. Donc on accède par derrière. Et donc aussi. Et après j'ai la partie élevage qui est ici. Et là je sais que ce que tu avais bien aimé la semaine dernière, la dernière fois, c'était les phylliums, les phasmefeuilles. Mais elles étaient incroyables. Donc, alors ça se reproduit bien. Il y avait un tout bébé là. Il y a un tout petit, voilà exactement. Alors quand ils sont petits, ils cavalent beaucoup. Tu vois, il faut faire attention. C'est comme les fourmis. Mais sinon après tu vois, voilà. Alors là c'en est des un petit peu plus grandes. Oh là là, mais donc ça c'est Phyllium tobaloense. Tobaloense. L'autre jour, je suis reparti avec quelques spécimens que tu m'as gentiment offert. Ils sont à la maison, ils sont vraiment magnifiques. Mais ça, les amis, moi, ça m'a fait halluciner. Donc ça, c'est une espèce de Phyllium qui vient des Philippines. Exactement. Ça fait combien d'années que tu élèves ça? Alors celle-là, ça fait que 3 ans que je les ai ici en élevage. C'est une nouvelle espèce parce qu'avant on élevait surtout Phyllium philippinicum, Phyllium giganteum. Et depuis quelques temps, il y a des nouvelles espèces qui apparaissent comme ça en élevage. Des petits trucs un peu sympas. Elles sont incroyables. Et elles, si tu veux, après je te montrerai une adulte, elles vont plutôt imiter les feuilles en fin de vie, les feuilles mortes. C'est ça. En fait, pas les feuilles vertes. Exactement, elles imitent la feuille qui commence à partir en live. Exactement, c'est ça. Au début du déclin, quand on regarde toutes les parties un peu mortes, moisies sur l'insecte, c'est ouf.
Et ce que tu m'expliquais l'autre jour, ce que je savais pas du tout, c'est qu'en gros tous comment dirais-je, tous les organes vitaux sont vraiment au milieu de la filium. Donc même si elle se fait grignoter par une copine qui la prend pour une feuille, c'est pas grave en fait, tant qu'elle n'a pas touché au milieu. Ouais, exactement, parce que c'est comme une excroissance de la peau, de chair, et vraiment tous les organes sont concentrés au milieu. Et ça c'est top ça. Ça comme insecte facile à élever, abordable, facile à nourrir et à élever à l'année, ça c'est génial pour démarrer. Donc on les nourrit surtout de ronces, et puis après ce qu'on a la chance sur le parc, c'est d'avoir pas mal d'espèces végétales. Et je mixe les espèces végétales pour ne pas leur donner que des ronces. Bien sûr. Donc je peux leur donner de l'eucalyptus, du salal, du chêne. Et ça mixe, tu vois. Et ça mixe, voilà, et en fait ils vont manger un petit peu de tout. Elles sont super. Voilà. Oh là là, ah ouais, là il a sorti les versions XXL. Ça sont des phasmes? Ce sont des phasmes, ouais. Mais... Alors, ceux-là, c'est pas les plus gros. Il y a encore plus gros que ça en face. Mais là, c'est ton caniche le truc en fait. Tu peux le mettre en laisse et te balader avec. Mais regardez ça. Regardez la taille de ce phasme. Il vient d'où? Alors, celui-là, tu vas le retrouver surtout en Papouasie-Nouvelle-Guinée, un petit peu en Australie. C'est Eurykantha calcarata. Tu le retrouves aussi un peu en Asie du Sud-Est. Donc, c'est un phasme qui est très facile à élever, qui se nourrit de tout. Il bouffe tous les végétaux. Tu peux lui donner du lierre, de la ronce. Même des fois, si tu mets dans une cage du sopalin, il va bouffer le sopalin. Mais non, ah ouais, voilà, il est vraiment très facile à élever. Il s'adapte à tout. Chez ceux-là, ce qui est intéressant chez les femelles, c'est de voir l'ovopositeur, l'espèce de petite pointe qui est là. Et donc les femelles vont planter cette pointe dans le sol pour mettre leurs œufs à l'abri. Incroyable. Et dis-moi, j'ai l'impression que les phasmes, ils ont beau être hyper impressionnants, c'est quand même des victimes dans le sens où ils ont rien pour se défendre. En fait. Alors non, ils ont rien pour le mimétisme. Alors si. Tout à l'heure, je vais t'en montrer un qui a quelque chose pour se défendre. Ok, mais la plupart, celui-là, ils misent tout sur le mimétisme. Ils misent tout sur le mimétisme. Mais une fois que l'oiseau l'a vu, c'est fini. Exactement. L'oiseau ou le ouistiti ou alors la fourmi. Ah ouais. Certaines fourmis vont se diriger surtout à l'odorat. Elles vont pas à la vue et elles vont le bouffer, elles vont les dégommer. Et donc elles vont les dégommer parce qu'ils sont lents, ils sont hyper impressionnants. Ah, ils sont magnifiques. Franchement, il est... Et il y a encore plus gros, et ça c'est mon rêve, il y en a un autre, qui est ce qu'on appelle un taxon lazare. Le taxon lazare, c'est un insecte, un animal qu'on croyait disparu et qui a été redécouvert. Ah ouais, c'est un phasme en Nouvelle-Zélande sur un piton rocheux qui ressemble à ça, mais en 3 fois plus gros. Mais non. Exactement, et qui a été redécouvert là en 2001. Et voilà, mon rêve, ça serait Il est présent en élevage? Il est présent en élevage, surtout en Angleterre. C'est le zoo de Chester qui mène le programme de Mais voilà, faut que tu te mettes sur la liste des... là, ça serait... Après les blattes disparues, les blattes éteintes, ça serait ça, voilà, mon prochain Graal. Le prochain Graal. Mais celui-là, il est hyper impressionnant. Alors eux, par contre, des fois, ils puent un peu, ils émettent une odeur. Ouais, tiens ça. Ah, mais c'est vrai que ça pue. Moi, comme un con, je sens. Tu me dis ça pue, je sens. C'est vrai que ça pue. C'est un peu un moyen de défense aussi. Ah, c'est pour faire fuir le prédateur. Donc il a ça pour se défendre. Il balance tout sur la défense chimique. Mais ils sont vraiment bluffants quand ils... Ah, franchement, ils sont magnifiques. Les amis, petit quiz. Qu'est-ce que c'est que cet animal? Mettez-le dans les commentaires. Tout de suite, là, tu tapes. Tu dis, ah, bah, c'est facile, c'est un... Bah, franchement, si tu trouves respect, j'aurais jamais trouvé. Jamais. Moi, j'aurais parié que c'était un phasme. J'aurais mis tout ce que j'ai sur... Bah, c'est un phasme. Alors, l'espèce, je la connais pas, mais c'est un phasme. Eh bien, pas du tout. C'est pas du tout un phasme. C'est un foutu criquet, les gars. C'est un criquet. Il saute comme un criquet. D'ailleurs, Christophe m'a dit, t'inquiète, il saute, c'est normal, c'est un criquet. Le truc a fait un bond. C'est impressionnant. Alors là, il y en a deux. Hein. C'est pas un double criquet. Mâle et femelle. Il y a la femelle en dessous, le mâle au-dessus. Et ils sont, déjà morphologiquement, ils sont vraiment impressionnants. Et ils ressemblent pas du tout à un criquet. C'est vraiment impressionnant. Et comment... Enfin, pourquoi? C'est quoi? C'est un criquet qui imite des phasmes? Alors en fait, on va dire que c'est un criquet qui a compris, comme les phasmes, qu'en imitant une branche, il pouvait passer inaperçu. Mais même s'il ressemble à un phasme, il a totalement le mode de reproduction et les organes à l'intérieur comme un criquet. D'accord, en fait, il a l'extérieur des phasmes, mais l'intérieur, c'est un criquet. Il pense comme un criquet. Exactement. Et il se nourrit comme un criquet. Il saute comme un criquet. Il vole? Il ne peut pas voler. Non, par contre, lui, il ne peut pas voler. Il est à terre, il n'a pas d'aile. Mais c'est un criquet comme les criquets migrateurs que vous pouvez donner à vos lézards ou à vos bestioles. Et quand on regarde un petit peu de près, c'est surtout la tête qui est absolument incroyable parce que tu as la bouche qui est en bas, très large. Et au-dessus, tu as ces deux petits yeux. Franchement, il est seul dans sa catégorie. Alors, il y a d'autres. Il y a plutôt Pseudoproscopia, il y en a plusieurs. Et celui-là, on va le retrouver surtout en Amérique du Sud. Ah, mais j'allais dire, niveau physique, il a vraiment un truc à part que j'avais jamais vu chez les criquets. Donc, tu les élèves ici? Je les élève ici. Et donc là, par contre, il va être obligé de s'accoupler et ils vont pondre les œufs dans le sol. Et comme les criquets, la femelle va déplier son abdomen à l'intérieur du substrat et va pondre des zoothèques. Voilà, d'un groupement. Impressionnant. J'aurais jamais trouvé, les gars. Jamais.
Incroyable. Et là ici, regardez le sourire. Regardez ça, c'est mon dernier petit trésor. Regardez le sourire du passionné accompli là. Parce que quand je suis venu il y a quelques semaines, ils étaient commandés. Ouais, ils étaient commandés. Voilà, c'était le Black Friday. J'avais eu des promos. Et en fait, voilà, c'est ça qui est incroyable avec les insectes, c'est que cette espèce-là, on va dire il y a 3-4 ans, elle était très peu connue. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc ça, par contre, c'est une sauterelle. Ah, c'est pas un criquet? C'est pas une criquet, et après je t'expliquerai tout à l'heure comment on fait la différence, du premier coup d'œil. C'est une sauterelle géante de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Là, c'est vraiment un très jeune. Adulte, elle va faire 20 cm, c'est-à-dire à peu près la taille de ma main. C'est une des plus grosses, si ce n'est la plus grosse sauterelle au monde. 20 cm 20 cm. Mais ça, les pêcheurs, ils en rêvent de mettre ça ouais, mais là, non, c'est un petit peu gros. Au bout de la leçon. Mais attends, 20 cm, ouais. Donc là, t'as quoi? T'as récupéré un groupe? Là, j'ai récupéré un petit groupe. D'accord. Et ben voilà, j'attends. Alors, ce qui est bien, c'est que c'est une espèce qui apparemment n'est pas trop difficile d'élevage en captivité. Et elle s'est démocratisée. Les prix ont bien baissé. Comment ça s'appelle? Donc c'est sauterelle géante de Papouasie-Nouvelle-Guinée, sinon le nom latin c'est Silicofera grandis. Silicofera grandis, c'est superbe. Elle s'élève à température, je suppose, un peu tropicale. Alors surtout beaucoup d'humidité, et vraiment d'humidité pour les mus, à chaque fois qu'il y a une mue, parce que vraiment ça vient... Voilà, t'as vu? Vous avez vu? C'est un criquet, il a sauté. Tu me disais, on a été déconcentré par le criquet sauteur. Donc, beaucoup d'humidité. Beaucoup d'humidité pour faciliter les mues. Qu'est-ce qu'elle mange? Donc là, ronce, on va lui donner un petit peu de charme. Et puis surtout de la pomme. Elle aime bien grignoter des bouts de pommes. Et puis ben, moi je te dis, j'essaye pas mal de végétaux, donc je lui ai présenté plein de choses. J'ai vu qu'elle avait grignoté un petit peu aussi de l'arbousier. D'accord. Voilà, donc j'essaye vraiment de mixer les végétaux. Elle est super belle. C'est surtout que voilà, en grandissant, elle va garder ce côté bossu et s'allonger sur l'arrière. 20 cm. Ça fait un truc qui est génial et qui fait du bruit. Quand on la dérange, ça fait du bruit. Comment on reconnaît criquet et sauterelle? Alors, il y a plein de choses, mais le premier coup d'œil, si tu veux pas toucher la bestiole comme ça, tu regardes les antennes. D'accord. Très grandes antennes, pratiquement plus longues que le corps, aussi longues que le corps. C'est une sauterelle. Et des antennes très courtes. C'est un criquet. Ouais, ok, tout simplement. Ça se voyait au niveau. Après, il y a d'autres façons de regarder. C'est au niveau de si c'est une femelle, au derrière, tu as pareil l'ovopositeur, cette espèce de pointe que la femelle va enfoncer dans le sol pour mettre ses œufs, alors que chez le criquet, c'est tout l'abdomen qui rentre dans le sol. D'accord, il n'a pas un organe spécifique. Voilà, exactement. Mais sinon, si vous êtes néophyte et vous voulez voir du premier coup d'œil, c'est les antennes. Et je vous ai pas dit que c'était un passionné de malade. Est-ce que j'ai menti? Est-ce que j'ai menti? Pas du tout. Il est à fond. Trop cool. Alors ça, c'est bluffant et t'as pas envie de la prendre dans la main parce que tu le sens déjà à distance que t'as pas envie de la prendre dans la main. Tu sens que ça peut se retourner contre toi. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait des punaises assassines, mais c'est ça? C'est ça, c'est une variété de punaises assassines, c'est Psittala horrida. D'accord, ok, donc c'est pas les plus communes qu'on a en captivité. Non, c'est pas les Platymeris, Gutatus ou des choses comme ça. Donc ces Psittala, je trouve qu'elles ont un look un peu plus destroy. Elles sont superbes. Donc elles aussi, pareil, piqûre qui peut être un petit peu douloureuse, parce que quand elles attrapent une proie, elles vont injecter une substance qui va liquéfier l'intérieur de la proie. Comme les araignées? Comme les araignées, voilà, sauf que là, nous, ça va nous faire une réaction allergique. D'accord, on voit qu'elles ont, comment on appelle ça, un rostre? Un rostre, exactement, un rostre, donc elles ont un petit crochet comme ça sous la bouche, donc il y a un rostre, et c'est avec ça qu'elles vont piquer. Et après elles aspirent. Mais ça c'est solide. C'est solide, oui, c'est très solide. Ça peut transpercer la peau, et si tu veux, dans leur milieu naturel, elles peuvent potentiellement véhiculer une maladie mortelle qu'on appelle la maladie de Chagas. On est venu dormir à la serre tropicale, on va repartir avec la maladie de Chagas. Alors nous, il y a pas c'est comme le paludisme avec le moustique, il n'y a pas le... Elles sont vecteurs dans la nature de cette maladie, d'accord. Ça vit en Amérique du Sud, tu me disais. Exactement, ouais. Ça vit tout seul ou ça vit en groupe? Alors nous, ici, on les élève en groupe. Dans la nature, elles sont un petit peu disséminées, mais voilà, elles cohabitent très bien. Il peut y avoir un petit peu de cannibalisme quand il y a des différences de taille et si ça manque un peu de nourriture, mais sinon ça, voilà. Par contre, c'est hyper rapide, ça bouffe tout. Dès qu'on met un verre de farine, un grillon, une teigne de ruche, un asticot, elles sautent dessus de suite. Et de suite, elles vont y injecter un produit qui va le tuer et qui va après liquéfier l'intérieur. Ça doit être assez intéressant en élevage. Tu conseillerais ça à partir de quel âge pour élever ça? Alors, il faut faire très attention parce qu'en plus de ça, la toxine, elles peuvent la projeter. Donc, si c'est déjà arrivé à un collègue qui a regardé de très près, qu'elles ont eu peur, elles lui ont projeté et il en a reçu dans l'œil. Donc, je dirais à partir de 15 ans. Voilà. 14-15 ans. D'accord. On commence par les phasmes. Exactement. Et après, quand on grandit et qu'on est un peu plus responsable, les coléoptères et après on peut faire ça. Donc là, c'est du carnivore et voilà, on peut... Comment tu reconnais mâle-femelle? Alors, il faut regarder, alors là aussi, pareil, il faut regarder au niveau du derrière. Et c'est vraiment infime, il faut regarder. Si tu veux, la femelle va avoir un abdomen qui est un petit peu plus pointu et le mâle un petit peu plus plat. On ne le voit pas comme ça au premier non, il faut vraiment regarder presque avec une loupe.
Super. Donc moi je fais un sexe ratio, voilà, c'est aléatoire, et puis voilà, je mélange tout le monde et je récupère les œufs après. Elles sont magnifiques. Donc en fait la version avec les ailes, c'est la version finale, elle a une nuit de plus. Exactement, elle a une nuit de plus. Et ce qui est bien, c'est que quand elles sont juvéniles, on voit bien quand elles ont bien mangé parce qu'elles ont l'abdomen qui est dilaté, très très gros, et quand elles ont un petit peu plus faim, c'est tout plat. Elles sont super, super. Alors là, Christophe, on est dans la salle pédagogique. Donc c'est un endroit où il y a des enfants qui viennent passer des après-midi et s'initier à plein de choses de la nature, de l'environnement. Je trouve ça trop cool. Il y a plein de petits animaux. Et dans les mains, explique-moi pourquoi ce n'est pas un vulgaire cafard, une vulgaire blatte, mais pourquoi ce que j'ai dans les mains, c'est un vrai petit trésor. Alors ça, c'est mon animal, mon insecte le plus précieux, le plus rare. C'est vrai? C'est ton précieux. C'est mon précieux, exactement. Celui-là, je l'adore. C'est ce qu'on appelle un animal qui est EW dans le classement IUCN. Ça veut dire Extinct in the Wild. Ah, pas bon ça. C'est-à-dire qu'il a totalement disparu de la nature. Totalement disparu. Voilà. Il n'existe plus à l'état sauvage, uniquement en captivité. Comment ça se fait qu'elle ait disparu? En fait, elle vivait dans une grotte qui était sur un gisement de bauxite. Le gisement de bauxite, on s'en sert pour faire de l'aluminium. Le gisement de bauxite exploité, plus de grotte, plus de blattes. Dans quel pays? En Afrique équatoriale. Ok, en Afrique équatoriale. Donc, en fait, c'est quoi? Donc, c'est l'exploitation du bauxite de l'homme qui a flingué cette espèce dans la nature. Ouais. Et en fait, donc, c'est quoi? C'est des particuliers qui l'ont sauvée? Exactement, c'est des particuliers qui les ont attrapés avant qu'elle soit totalement éradiquée. Ce qui est fou, c'est qu'elle a été découverte en 2004. 2014, elle était déjà déclarée éteinte. En 10 ans? En 10 ans, totalement. C'était terminé. Et aujourd'hui, est-ce qu'elle est assez répandue en élevage? Alors, en élevage, elle commence à être un petit peu répandue. Il faut savoir que chez beaucoup de blattes, en fait, la reproduction va se faire de façon expansive. Okay. C'est-à-dire qu'au départ, si elles sont 3-4, elles ne vont pas beaucoup se reproduire. Plus elles vont être nombreuses, plus elles vont se reproduire rapidement. Mais il faut un peu de temps quand même. Il faut un peu de temps. Si tu veux, cette souche-là, je l'ai démarrée il y a à peu près 3 ans. J'ai commencé avec 5 blattes. Ça m'a coûté 100 € hein, quand même. Il faut être taré pour acheter 100 € de blattes. Et maintenant, j'en ai un peu plus 200. Voilà. Ok, d'accord. Donc, tu es rentier grâce à tes blattes. Exactement, mais non, je les garde précieusement. Bien sûr, et tu augmentes ta souche et tout. Exactement. Donc après, pour la proposer à d'autres parcs, par exemple? Exactement, on va essayer de mettre en place un petit programme de conservation parce que malheureusement, les insectes, c'est pas très répandu et pas très apprécié. Donc du coup, il n'y a pas vraiment de programme de conservation pour ces insectes-là. Mais ils ont aussi leur place là-dedans. C'est pas la première fois que j'entends qu'il y a des particuliers qui sauvent des espèces de la nature. J'avais entendu ça sur des petits poissons aussi en Amérique centrale qui avaient disparu à cause d'usines pétrochimiques qui venaient s'installer à côté de rivières. Mais les poissons avaient été sauvés avant l'espèce par des aquariophiles américains qui étaient venus collecter avant. Donc comme quoi, en fait, l'élevage aussi entre particuliers peut contribuer à la sauvegarde d'espèces. C'est ça. Et nos établissements, les parcs zoologiques, en fait, les refuges aussi, et bien voilà, c'est leur rôle aussi de préserver Bien sûr, c'est ça espèces. En fait, c'est que tout le monde est un peu dans le même bateau de la conservation de la passion. Trop cool, super belle, super jolie petite espèce. Bon, on a fait le tour de tes insectes, c'était vraiment trop cool. Maintenant, on va devoir relever le challenge de cette vidéo, c'est-à-dire s'installer pour dormir dans la serre. Je suis trop content. Tu vas nous montrer l'endroit, on va aller monter le camp de base. Allez, ça marche. Allez, c'est parti, hein. C'est parti. Bon les amis, Christophe il nous a mis trop bien, regardez, il nous a donné accès à cette super jolie cabane. On est trop bien, on a mis les matelas ici, sac de couchage, Alex il va dormir là. Je pense que là, sincèrement, on va passer une bonne nuit au top dans la jungle. J'ai vraiment l'impression d'être dans la jungle, la température, l'humidité, les bruits et tout, c'est vraiment cool. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que maintenant que le camp est installé, on va aller manger un petit truc et après, on ira voir les crocos la nuit, voir s'il y a un peu d'activité. Ça va être cool ça. Ok, bon les amis, l'avantage de dormir ici, c'est qu'on va pouvoir voir les bêtes la nuit, chose qui est d'habitude pas possible pour le public et je suis trop content. Parce que là, Christophe, il vient nous amener dans l'enclos des crocos. Donc, je rigole pas, le croco, il est à moins de 40 cm du bout de mes doigts. Donc, je fais quand même attention. Qu'est-ce que c'est comme espèce, ça, Christophe? Donc là, ici, ce qu'on appelle des crocodiles de Morlaix. Des crocodiles de Morlaix, ok. J'espère qu'il ne va pas me morler quelque chose. Non, t'inquiète, elle est cool, elles sont cool, ça va. Okay. Donc, c'est une petite espèce, puisqu'adulte, elle va à peine dépasser les 2 mètres, même pas. Et ça vit en Amérique centrale. C'est vraiment superbe. Il y a 3 femelles dans l'enclos. L'enclos est vraiment vaste, hein. Ils ont plusieurs dizaines de mètres carrés de bassin. Une petite eau chauffée à 26 toute l'année, ils sont trop bien. Et là, ce qui est ouf, c'est que la nuit, quand on met la lampe comme ça, et ben, les yeux se réfléchissent un peu comme si on était dans le marais au Mexique, j'ai envie de dire. Et franchement, c'est une expérience incroyable. Bon, ça fait 10 minutes qu'on est là, ils n'ont pas bougé d'un millimètre. Non, ça va. Elles sont cool. On pourrait même se demander s'ils sont faux. Ouais, non, fais gaffe quand même. On ne va pas m'approcher non plus trop, hein. On va pas prendre le risque. Mais ils sont vraiment super jolis, vraiment magnifiques. Et aller voir les crocos la nuit, franchement, ça me fait kiffer. Franchement, c'est trop cool ce qu'on vit. Ça fait combien de temps que tu les as ici? Donc ceux-là, ça va faire 4 ans qu'elles sont là, les filles, voilà.
Et puis on va les nourrir tranquillou avec du rat, du poulet, du poisson. D'accord. Donc on essaye de varier les menus un petit peu. Ok. Le poisson c'est toujours un peu difficile, elle préfère plutôt la barbaque. D'accord. Mais sinon voilà. Tu fais attention de ne pas trop nourrir parce que ça a tendance à Alors exactement, on fait attention à pas pas trop nourrir parce qu'ils peuvent devenir obèses. Ok. Et du coup voilà, non là ils sont bien, voilà. Terrible. Forme. Franchement c'est vraiment impressionnant. Le croco à 50 cm, je peux vous dire, je fais pas le malin. C'est quand même impressionnant d'avoir un tel prédateur à voilà, juste à côté. J'ai failli aller plus loin sur la main, mais tout de suite mon cerveau m'a dit non, ramène ta main. Mais elles sont vraiment calmes et placides. Hein. C'est là qu'on voit que les animaux en captivité qui sont vraiment habitués à la présence de l'homme et qui sont vraiment bien traités et respectés, rarement ils ont des gestes agressifs ou défensifs et on le voit bien là. Alors j'irai pas jusqu'à l'embêter ou la titiller, mais c'est vrai qu'en fait j'ai l'impression que je sois là ou pas, pour elle c'est pareil, je fais partie du paysage quoi. Les amis, il est bientôt 23 h et je crois qu'il est temps d'aller amener, regardez ce qu'il a préparé, un bon repas Christophe pour le porc-épic, car les porcs-épics sont des animaux nocturnes, donc quoi de mieux que d'aller le nourrir en pleine nuit, je pense qu'il va apprécier. Venez voir, on va voir. Oh là là, mais quel kiff, regardez ça les amis. C'est un porc-épic qui est un vieux monsieur. Hein. Un vieux pépère qui va sur ses 12 ans. Il va sur ses 12 ans. Il me disait que la durée de vie, la longévité d'un porc-épic, c'est entre 10 et 14. Donc on est vraiment dedans. Il est trop mignon. Regardez, c'est un porc-épic africain. Regardez, je lui donne. Oh, ah, mais prends tout doucement. Prends tout doucement. Trop il est très délicat. Faut savoir, les amis, que le porc-épic, c'est un rongeur. C'est le plus gros rongeur du monde après le capybara. Donc d'abord le capybara et ensuite les porc-épics. Il existe des porc-épics en Asie et en Afrique. Les deux espèces sont vraiment assez similaires à l'œil. Hein. Franchement, il n'y a pas grand chose qui les différencie. Moi, j'en ai vu plusieurs fois en faisant du herping en Thaïlande et tout, parce que souvent, ils viennent vers les camps de base et ils sont habitués à ce que les gens leur donnent à manger. C'est vraiment trop mignon. Les pics, les amis, c'est vraiment des poils en fait qui sont vraiment comme c'est quoi? C'est de la kératine en fait. C'est de la kératine. Comme nos cheveux, comme nos ongles. Okay. Et en fait, c'est agencé de façon différente pour les rendre plus ou moins rigides. D'accord. Et si on regarde bien, les poils sont plutôt souples à l'avant et vont aller de plus en plus durs, être de plus en plus durs à l'arrière pour se protéger des prédateurs. Et en fait, la stratégie de combat, les amis, c'est que le porc-épic, il te recule dessus en fait. C'est-à-dire que il se retourne et il te recule dessus, pleine tête, et il te pique. Ah tiens, mon petit gars. Oh mais regardez comme c'est mignon. Trop mignon. Et il te pique en fait en te reculant dessus. Et vous avez déjà peut-être vu des vidéos où les chiens, quand ils se font attaquer, ils se retrouvent avec plein de pics dans la gueule là. Et c'est pour ça qu'au Moyen-Âge, on pensait qu'ils pouvaient projeter ces piquants. Ah, on pensait qu'ils jetaient les pics. Qu'ils jetaient les piquants. D'ailleurs, tu le retrouves des fois dans les dessins animés. Ah, mais non. En fait, non. C'est uniquement parce que justement, les chiens se retrouvaient avec des piquants plantés dans le museau. Ok. Lui, il est là depuis le début? Il est là depuis, ça va faire 10 ans qu'il est là. Ok, ça fait un petit moment. Il a un bel enclos. Hein. Franchement, il a un bel enclos avec plein d'enrichissements. Il a du mulch par terre là. Ce qui lui fait un substrat vraiment très agréable et tout. Et puis il est au top. Surtout dans la journée, quand on lui donne la nourriture, en fait on va la cacher, la nourriture, on va même l'enterrer, les carottes, pour refaire un petit peu un comportement naturel. Donc il va être obligé d'aller creuser. Il galère à trouver sa nourriture et qu'il passe du temps et tout, bien sûr, parce que dans la nature, ils vont passer leur temps, les animaux, à chercher la bouffe. Ouh, titi. Je suis trop heureux, c'est trop mignon. Ah, il est trop mignon. C'est incroyable. J'ai envie de le caresser, mais je sais qu'il va pas aimer ça et qu'il va réagir un peu, donc j'ai pas envie. Et c'est vrai que j'ai trop envie de lui gratouiller les pics là. Qu'est-ce que tu fais, Pépère? Alors si tu regardes bien à l'arrière, on fera un plan tout à l'heure, il va avoir des sortes de piquants en forme de tube creux. Ok. Ce tube creux, en fait, c'est comme un serpent à sonnette. D'accord. Quand il va dire qu'il n'est pas content, il va le faire vibrer. Et les tubes creux vont sans trop choquer, ça va faire un comme ça. Mais ils les perdent aussi, les pics. Ils les perdent et ça repousse. D'accord. Donc de temps en temps, on retrouve, surtout au printemps et en été, on va retrouver les piquants un peu partout. C'est vrai qu'ils sont tout doux devant. Ouais. Ah. Non, il a eu un petit... Ah, il a pas aimé là. Ils sont là. Il va prendre un dans la... il a pas aimé, il a pas aimé. C'est génial d'être là la nuit, je trouve. Ok les amis. Outre l'ambiance curieuse qu'essaye de nous imposer Alex, j'ai très peur, la serre est à nous, il est temps d'aller dormir, il est minuit, mais j'ai quand même envie d'aller faire un petit tour. Personnellement, j'ai jamais eu une serre tropicale de 33 mètres de haut à disposition pendant la nuit, allons en profiter. On a envie de mettre de la zik et de danser, bah on peut. Tu veux que je twerk contre les orchidées? Vas-y Eminem.
Mockingbird. Ils aiment beaucoup les bromélias ici, les broméliacées, et j'avoue qu'il y a des spécimens vraiment magnifiques. Là, par exemple, vous avez une colline de bromélia Fireball. Des fois, tu galères à en trouver une pour mettre dans ton terrain. Eux, ils ont une colline, quoi, tu vois. Donc, il m'a dit qu'il les bouturaient à gogo, qu'elles se développaient ultra vite, tu vois. Donc là, on vous met des petites images de jour. Regardez comme elles sont magnifiques, comme elles sont rouges pétantes, et ça, en terrarium, ça s'adapte ultra bien. Ça fait plaisir de voir ça en gros volume, tu vois. Et là, il y a vraiment une grosse collection de bromélias. Et il y a des bromélias, elles sont encore plus grosses que la daronne d'un de mes potes, quoi. Regardez, elle est vraiment énorme, la bromélia. On a trop de chance d'être là, d'être tout seul et de pouvoir explorer la serre. Regardez ça, 35 mètres de haut, 33 mètres de haut, c'est hyper impressionnant. Et si j'étais milliardaire, je gagnais à l'euro million, même pas besoin d'être milliardaire, je gagne à l'euro million. Franchement, je fais une grosse partie du butin dans l'install de ma serre. Sérieux, tu te fais un truc, c'est ouf. Tu commences à te mettre des reptiles, des oiseaux, tu te fais un Jurassic Park à la maison. Waouh. Si quelqu'un a un plan pour les bons numéros, chaud. Et non les amis, je ne dormais pas, c'était un jeu d'acteur. Trêve de plaisanterie, il est temps de passer à la phase sommeil de cette vidéo. Demain matin, on se lève assez tôt, on se lève à 7 h. Pourquoi? Car nous allons nourrir deux espèces mythiques du parc de la forêt amazonienne. Vous allez vraiment kiffer, je pense. On va surtout prendre un gros moment de bonheur en faisant ça, parce que je pense que c'est vraiment des espèces trop cool que je kiffe côtoyer. Donc j'espère qu'on va vous ramener de belles images et qu'on va passer un bon moment. On va le savoir dans quelques secondes pour vous. Et après une nuit dans la serre, dans un sac de couchage trop étroit, sur un matelas gonflable pour nous. Voilà, allez, bonne nuit. Bon, cette vidéo, elle est diffusée le 24 décembre. C'est la 310e, je viens de checker, c'est la 310e vidéo sur la chaîne Toupette. Ça fait beaucoup, hein, on a vécu plein de trucs, plein d'aventures, on a bien voyagé, on a rencontré des gens incroyables, des passionnés incroyables. Là, Christophe, ici, le mec, c'est même plus qu'un passionné, c'est passionné qu'un P majuscule. Le mec, il devrait être ambassadeur de la passion, quoi, tu vois. Et en vrai, je me dis, on a vécu plein de trucs avec Toupette. Et je pense que là, 2024, on va évidemment continuer nos délires, mais je pense qu'on va ajouter de nouveaux projets, de nouvelles manières d'échanger avec la communauté, vous verrez. Et je pense qu'on va partir dans des projets d'une dimension encore supérieure. Je pense que ça va être vraiment cool. En tout cas, je trouve que c'est un bel endroit pour, voilà, pour marquer une transition vers l'année prochaine. Et c'est cool, franchement c'est trop cool tout ce qui nous arrive, vraiment c'est trop cool. Tout ça c'est grâce à vous les gars, franchement j'y pense tous les jours. Je me dis sans votre essor, votre soutien, vos commentaires, votre engouement, bah, on n'en serait pas là. Donc ça fait vraiment kiffer et je vous remercierai jamais assez, vous avez changé ma vie quoi, vraiment vous avez changé ma vie. Donc franchement, ça c'était pas un jeu d'acteur ce que je viens de dire, c'était vraiment sincère. Voilà, donc je vous souhaite une bonne nuit. Moi, après cette grosse journée, bah, je crois qu'il est temps de récupérer et de se recharger les batteries. C'est faux, je vais pas rester jusqu'à 3 h du mat sur TikTok comme tout le monde, tu le sais. Mais en tout cas, eh ben, bonne nuit les gars. Oh les amis, 7 h 30 du mat. Je vous cache pas que la nuit, elle a été fraîche déjà. Ensuite, elle a été avec peu de sommeil, car on m'avait pas prévenu que les flamants roses, ils étaient en teuf toute la nuit, en fait. Ça met un bordel, les flamands, la nuit. J'étais pas prêt. Bon, franchement, le confort, c'était cool. Je vous dis, il a fait un peu frais. Hein. Ce matin, ça caillait un petit peu. Mais très belle expérience. Jolie petite cabane pour passer la nuit. Je crois qu'Alex a subi mes ronflements, le pauvre. Mais en tout cas, perso, ça va, j'ai pas trop mal dormi. Donc maintenant, deux choses. Envie de aller nourrir des bestioles trop cool, vous allez voir, et de prendre une douche. On va commencer par les bestioles et on rentrera prendre la douche à la maison après. Allez, on démarre la journée, c'est parti. Bon alors là les amis, séquence mignonnerie, il est 8 h du matin et on vient donner le petit déj au Ouistiti. Ah j'avoue, mon cœur est en train de fondre, c'est vraiment trop mignon. Ce sont des animaux qui ont une histoire un peu particulière quand même. Alors ouais, ce groupe-là qu'on a là ici, en fait, il a été saisi chez un particulier, il avait déjà été dans des laboratoires, en fait, ils étaient passés par la casse laboratoire particulier et après ils ont été saisis par la douane. D'accord. Et donc du coup, ils ont attiré chez nous et là tu en as un chez toi. Alors je sais pas s'il va... Ouais, c'est bon, ça glisse pas, il se tient bien. Ouais, ça va. Il va pouvoir se frotter à sa guise et répandre ses odeurs. Et ouais. Donc c'est des animaux quand même, malgré ce tout petit singe, les labos les utilisent. Ouais, ils les utilisent. Ah ben là t'en as un, alors lui il kiffe les vêtements, regarde, il te fait un câlin.
Alors celui-là, il adore. Alors en fait, il va se frotter à toi pour te mettre un peu son odeur. Ah, pour mettre l'odeur, je vais rentrer avec l'odeur. Mais lui, voilà, et il est particulier d'avoir... regarde, il kiffe les vêtements. Incroyable, là, il aime les matières. Voilà, exactement. Il est fétichiste des doudounes. C'est ça, c'est ça. Regarde, il est fétichiste de la doudoune. Ça va le micro? Voilà, mais là c'est bon. Ah là, il découvre, c'est une nouvelle matière, alors là, il kiffe. Qu'est-ce que c'est? Ah, mais il est beaucoup trop mignon. Donc, ce sont des animaux qui ont commencé leur vie en laboratoire. Tu m'entends bien, Alex, là? Vas-y, attends. Ah ouais, parce que je te dis, alors tu vois, tiens, ils sont hyper curieux. Au bout d'un moment, ça y est, les barrières, elles tombent. Ah ouais, complètement. Regarde, il va se frotter aussi. Oui, il aime trop la matière. Attends. Oh, je me vois. Il adore la polaire, il est en train de se frotter à la polaire dans ma capuche, là. Non, mais laisse-le, t'inquiète. Ah, mais là, il a zoomé. Non, t'inquiète pas, Allez, file. Non, il mord pas. Enfin, il va t'envoyer les pattes, mais il mord pas. Par contre, il voit son reflet dans le... Donc en fait, ça, c'est l'exemple typique des animaux qui ont eu une vie un peu difficile avant et qui viennent passer une retraite cool ici au Parc Phoenix. Bon, j'avoue, ils ont une installation incroyable. Il doit avoir quoi, 80 mètres carrés au sol, full jungle, des cordes, de quoi se cacher, se dissimuler, des petites loges. L'install, elle est topissime. Après, ce qui est horrible pour les Ouistiti, c'est que c'est tellement mignon, ça a l'air tellement facile à apprivoiser que ça joue contre eux en fait, et que ça donne envie aux particuliers d'avoir ces animaux, alors que c'est tout sauf un animal adapté à un particulier. C'est un animal qui vit en groupe, qui a besoin de place, donc il y a des lois spécifiques, il faut être capacitaire, il faut des groupes, ça sent un petit peu. Enfin, c'est vraiment pas le singe, quand on connaît un peu les animaux, on se rend compte que le singe est le dernier animal à avoir pour un particulier, quoi. Oh là là, ils sont... franchement, c'est craquant. Tu t'en occupais pendant un petit moment, ils te connaissent. Je m'en suis occupé pendant un petit moment, puis voilà, c'est fou parce qu'on a beaucoup d'interactions avec. Et puis chacun a son caractère, on les reconnaît comme ça, en plus de la morphologie, ils ont chacun leur façon d'appréhender. T'en as qui sont plus curieux, voilà, souvent, voilà. T'en as un qui est tout le temps en train de râler, voilà, lui il râle, tu vois. Ah, mais vraiment, voilà, lui il râle. Tu l'as fait râler sur commande. Voilà. Ah, j'adore. Ok Christophe, alors là, ça gueule fort ici. Hein. Où est-ce qu'on est? Donc là ici on est dans une volière refuge en quelque sorte. Ok. Un petit peu comme pour le parc, c'est la politique qu'on a adoptée depuis plusieurs années de recueillir pas mal d'animaux de saisie douanière. D'accord. Ou d'abandon aussi. On a pas mal de particuliers qui nous abandonnent les animaux. Ok. Il y a les saisies qui se font faites par la douane. Et là ici c'est dans la volière des perroquets avec des psittacidés on va dire parce qu'on a un petit peu de tout. C'est assez hétéroclite. Donc on a aussi bien des haras, des grandes perruches. La cohabitation se passe plutôt pas mal. Et puis voilà, donc c'est vraiment une volière et refuge. Donc déjà il y a un très beau volume, hein, les oiseaux ils peuvent voler, c'est vraiment impressionnant et tout. Donc tu vas me dire que la plupart de ces perroquets étaient chez des particuliers. Chez des particuliers ou saisis dans des transports illégaux, comme par exemple les Patagonies, c'était un transport illégal d'animaux, donc on les a récupérés. D'accord. Et voilà, les perroquets c'était soit chez des particuliers, même qui des fois spontanément nous les donnent, parce que du coup ça fait du bruit. Bruyant, ça. très destructeur, donc, du coup, très bruyant. voilà. Ça on le dira jamais assez avant d'adopter un perroquet les amis, mais réfléchissez, vous en prenez pour 40 ans, c'est très destructeur, très sale, très bruyant. Alors oui, c'est très beau, c'est très mignon, c'est très câlin, mais il n'y a pas que ça quoi. C'est ça, voilà. Donc vraiment réfléchir. Il y a aussi des grues, je vois. Il y a aussi des grues, alors ça c'était les grues qu'on avait, qui sont là depuis le début du parc. D'accord. Quand on a un petit peu refondu un petit peu toutes les structures et les volières, comme là ici il y avait de la place et qu'elle cohabitait très bien, on a pu mettre une grue. Et tu verras aussi un ibis qui était là chez un particulier qui n'en voulait plus dans ses volières. Ok. Donc un jour il a appelé, j'ai un ibis sacré. Franchement, c'est cool comme retraite hein, ici. Ouais, hein. Il y a du volume, ils peuvent vraiment voler, ils sont trop bien. Et ce qui est bien, c'est que cette volière, en fait, c'est notre service technique qui l'a construite. En fait, on n'a qu'à acheter les matériaux, c'est eux-mêmes qui se débrouillent. Ils sont super doués. Hein. Ouais, ils sont super doués. Faut que je les débauche et que je les fasse venir à la maison là. Parce donc, tout a été soudé, peint, monté, vissé, boulonné en interne. Waouh, c'est impressionnant. Hein. Franchement, cette volière, elle a un volume, ça fait rêver. Hein. Je rêverais d'avoir un volume pareil à la maison. Ok Christophe, je te remercie énormément de cet accueil. Franchement, nous a permis de vivre cette aventure. C'était vraiment improbable de dormir là et tout, mais vraiment on a adoré. Bravo, ce parc est vraiment top. Merci.
T'es vraiment adorable et passionné de fou. Je pense que vraiment t'es un très bon, vraiment ce que je te faisais là, il devrait te mettre à la pédago. ouais, exactement. Il est responsable de la pédagogie ici. Franchement, le parc est trop cool. Venez voir au parc Phoenix, venez voir les insectes, venez voir les animaux, ces animaux qui ont eu une vie parfois pas cool avant, une vie trop cool maintenant. Franchement, c'est magnifique, bravo. Et merci. Franchement, merci beaucoup. Moi, ça m'a fait énormément plaisir de vous recevoir ici parce que j'adore mon métier, j'adore mon parc. Ça se sent. Et que voilà, j'adore quand on parle de lui. Ça se sent. Et ben, je te remercie beaucoup et puis on reviendra à l'occasion pour faire d'autres vidéos. Volontiers. Franchement, il y a de la matière. Ça marche. Merci pas beaucoup. De soucis. Hein. À la prochaine. Et ben voilà les amis, l'avantage de ce parc, c'est qu'il est en ville et qu'on peut venir en tramway. C'est pas beau ça? L'arrêt, il est juste devant. Nous, on se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, joyeux Noël, profitez des vôtres, de votre famille. Prenez soin de vous et de vos animaux. C'était trop cool cette petite aventure, j'ai adoré. Abonnez-vous, petit pouce bleu, tu le sais. À la semaine prochaine, gros bisous.